Merci Joël, donc bonjour à tous. Donc, je suis Charlotte Michon, je suis la déléguée générale de l'Association Entreprises pour les droits de l'homme. Donc, on est une association de 16 grandes entreprises qui travaillent sur l'intégration des droits humains dans les politiques et les pratiques des entreprises. Et aujourd'hui, bien sûr, toutes nos entreprises sont concernées par la loi devoir de vigilance. Donc, on travaille beaucoup sur la compréhension et l'opérationnalisation de cette loi au sein des entreprises. Donc, on est très heureux d'être copartenaire avec Sherpa et RSE et TED sur l'organisation de ce cycle des webinaires donc, consacré à la loi sur le devoir de vigilance. Et voilà, et ce webinaire est aujourd'hui le deuxième webinaire consacré au guide que Sherpa a sorti en décembre sur leur interprétation, compréhension, préconisation, recommandation sur la loi devoir de vigilance. Et donc, je laisse la parole à Sandra, qui est directrice de Sherpa. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir discuter avec vous du guide de référence pour les plans de vigilance. Est-ce que je rappelle en deux mots ce qu'est Sherpa, peut-être? Alors Sherpa, c'est une association qui vise à protéger et défendre les victimes de crimes économiques, et nous avons essentiellement deux programmes autour de globalisation et droits humains, donc la responsabilité des entreprises, et les flux financiers illicites et la corruption. Donc, dans le programme sur globalisation et droits humains, nous regardons en effet la façon dont les entreprises mettent en œuvre les droits humains et l'environnement, et nous faisons à la fois du plaidoyer, et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons beaucoup œuvré pour l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance, qui a été voté en février 2017 et confirmé par le Conseil constitutionnel le 27 mars 2017. Mais nous faisons également du contentieux pour pouvoir à la fois, comme je disais, défendre les victimes de crimes économiques, mais aussi démontrer les défaillances et les imperfections du cadre juridique et essayer justement d'y revenir. Alors, comme nous avions œuvré pour la loi sur le devoir de vigilance, il nous semblait aussi très important de pouvoir mettre des explications sur ce que nous attendions de cette loi, parce que nous avons été, depuis les 2 dernières années, extrêmement sollicités par un nombre d'acteurs, mais essentiellement des entreprises ou des cabinets de conseil qui nous demandaient de pouvoir les aider à interpréter la loi. Or, ça n'est ni notre mandat, ni dans notre intention non plus de nous transformer en cabinet de conseil. Donc nous avons décidé de faire ce guide pour pouvoir éclairer l'interprétation qui peut être faite à la fois par des parties prenantes comme les ONG et les syndicats qui doivent être consultés lors de l'élaboration de ce plan de vigilance, mais également par des entreprises qui voudraient comprendre quelles peuvent être les attentes justement de parties prenantes auxquelles elles n'ont pas forcément recours toujours. Donc j'ai une présentation en 2 parties, essentiellement vous rappeler assez rapidement ce qu'est le devoir de vigilance. Donc c'est un petit peu plus large que simplement ce qui pour nous a été mis et ce qu'on avait réussi à mettre dans la loi devoir de vigilance. Et une deuxième partie plus sur la mise en œuvre justement de la loi et une première analyse sur les premiers plans que nous avons analysés. Alors, sur justement ce guide de référence sur les plans de vigilance, nous l'avons publié le 6 décembre dernier, donc il est accessible en ligne. Nous avons aussi quelques copies papier pour ceux qui en voudraient, et nous sommes en train de finaliser la traduction en anglais parce que c'est aussi une loi qui est extrêmement regardée par toute la communauté internationale, mais essentiellement en Europe. Donc tous nos partenaires européens avec lesquels on travaille, notamment dans la coalition européenne qui s'appelle ECCJ, European Coalition for Corporate Justice, sont très demandeurs d'explications sur ce qu'est la loi et ce qui pourrait être demandé. Donc notre guide devrait sortir mi-février en anglais également. Donc ce guide, on le veut comme un outil de compréhension et d'interprétation de la loi,
Il est aussi basé sur ce que nous entendons comme le droit mou et ce qui donne un éclairage de la loi de devoir de vigilance, puisqu'elle repose aussi beaucoup sur des instruments de droit mou, notamment les principes directeurs de l'OCDE ou les principes directeurs des Nations Unies. Ça remet le contexte de justement ce qu'est la loi avec son contenu, son champ d'application et cette logique de devoir de vigilance. C'est un support de dialogue, mais aussi de dialogue donc, entre ces parties prenantes et les entreprises, mais aussi un support de plaidoyer pour les ONG qui voudraient vraiment pouvoir mieux appréhender justement ce que peuvent être les violations des droits humains et de l'environnement par les entreprises et pouvoir y remédier. Mais ce guide n'est pas un recueil de bonnes pratiques, c'est-à-dire ça c'est le langage de l'entreprise qu'elle est très friande d'utiliser. Ça n'est pas non plus des attentes minimales, ni un plan idéal, c'est-à-dire que c'est pas... Ah oui, ça n'est pas en... Excusez-moi, je vais du coup bouger les slides. Hop, voilà, donc nous en étions là. Voilà, ça n'est pas... contrairement à ce que justement attendaient certains membres d'entreprise, un plan tout fait qui leur permettrait de cocher la boîte. J'ai consulté Sherpa, mon guide est Sherpa Proof, mon plan de vigilance est Sherpa Proof, validé par Sherpa, et donc je suis au mieux de mes obligations. Si je passe à la première partie, qui est donc rapidement, parce que je ne sais pas quel est le niveau de connaissance de l'auditoire sur qu'est-ce que cette loi. Donc, je le disais, ce n'est pas une loi de reporting, c'est pas une loi de reporting à terme, et c'est une loi qu'on a considérée comme historique parce que c'est une loi qui, à la fois, touche la responsabilité des entreprises dans toute leur chaîne de sous-traitance, ce qui est en effet historique parce que sinon, pour des questions juridiques, la responsabilité reste cantonnée à la personnalité morale. Et comme vous le savez, quand on est un grand groupe, si je prends Total, Total a plus de 900 filiales et des milliers de sous-traitants. Chacune de ces filiales et de ces sous-traitants, bien évidemment, a une personnalité juridique indépendante. Et donc, même si Total Group était à l'origine de certaines décisions qui auraient entraîné des dommages environnementaux ou des violations de droits humains, elle ne pourrait pas être reconnue comme responsable du fait justement de cet écart entre la responsabilité juridique et l'existence économique du groupe. Et donc cette loi y remédie d'une certaine façon en permettant de lever un petit peu ce voile de la personnalité morale et depuis la société mère qui a cette obligation d'établir le plan, d'aller voir à travers toute la chaîne de sous-traitance. Donc, quelle est l'obligation? C'est une obligation, la loi est en fait assez simple, hein, c'est 2 articles. Le premier, c'est l'obligation d'établir, de mettre en œuvre et de publier des mesures de vigilance. Donc, ces mesures doivent être publiées dans un plan de vigilance. Donc, le plan de vigilance, c'est le support matériel. Et l'article 2, c'est justement des mécanismes judiciaires. Donc, là où, évidemment, on n'est plus sur du reporting parce qu'on est sur une obligation générale de comportement, on l'est encore moins quand, justement, il est attaché des mécanismes judiciaires avec un vrai principe de responsabilité. Donc, l'obligation générale de comportement, les 3 modalités qui sont indispensables pour la réalisation de cette obligation, c'est que l'entreprise est obligée d'établir, de mettre en œuvre de manière effective, et de manière effective est extrêmement important, et de publier justement les mesures de vigilance raisonnables qui sont propres à identifier et prévenir les risques et les atteintes graves aux droits humains, à l'environnement, à la santé, sécurité dans la chaîne de valeur. C'est donc une obligation de moyens que l'entreprise a d'aller examiner toute sa chaîne de sous-traitance et de se forcer à aller notamment à l'autre bout de sa chaîne pour voir si certaines de ces activités n'engendreraient pas des violations des droits de l'homme ou de l'environnement.
Ce qui est important aussi, il faut faire attention au périmètre. Alors, vous avez plusieurs périmètres, et c'est ce qu'on aborde dans le VPRG, donc le guide. Il y a le périmètre organisationnel, le périmètre substantiel, temporel et interpersonnel. Sans forcément rentrer dans les détails de chacun, ce qui est important aussi, quand je disais c'est dans toute la chaîne de sous-traitance, c'est que le législateur a également voulu, puisque c'est de plus en plus la façon dont le commerce est organisé, pouvoir appréhender ce qu'on a appelé les relations commerciales établies. Ça ne passe pas forcément justement par des relations contractuelles, ça ne passe pas forcément par des filiales ou par des sous-traitants établis depuis des années qui seraient les principaux sous-traitants, mais il faut quand même une relation commerciale établie pour que la société mère puisse être redevable et responsable de son plan de vigilance. Il y a aussi la notion d'atteinte grave, c'est-à-dire que ça ne peut pas être n'importe quelle petite atteinte, puisque au moment de la discussion sur la loi de devoir de vigilance, évidemment, toutes les entreprises étaient vent debout contre cette nouvelle obligation qui aurait pu leur être imposée, et nous donner l'exemple de, vous imaginez bien, moi, mon sous-traitant au Bangladesh, s'il a un salarié qui se coupe le petit doigt sur une machine, je vais être responsable. Ou si mon salarié en Arabie Saoudite il vient en short, vous imaginez, je serai aussi responsable, moi, en tant qu'entreprise à Paris. Évidemment, bon, tous ces exemples plus ou moins grotesques et ridicules étaient faits pour montrer que la responsabilité, c'était un démon et que ça allait engloutir la compétitivité des entreprises françaises. D'où cette notion de gravité des risques. C'est une notion qui ressort des principes directeurs des Nations Unies, notamment, et c'est une notion qui est assez bien connue du droit français. Donc, en effet, l'entreprise ne sera responsable qu'en cas de dommages graves pour ne pas peut-être perturber l'activité économique sur des choses qui seraient moins graves, moins consistantes. Je le disais tout à l'heure, en quoi ça n'est pas un reporting à terme. Comme vous le savez, les entreprises ont une obligation de faire des rapports annuels à la fois financiers, mais aussi des rapports qu'on appelle développement durable ou ESG, environnemental, social, gouvernance. Environnemental, social et gouvernance. Mais qui sont des rapports justement de reporting, c'est-à-dire une fois l'année passée, je regarde ce que j'ai fait et je décris. L'obligation de vigilance est une obligation, je dirais, générale de comportement. Je dois regarder en permanence et constamment si mes activités en tant qu'entreprise peuvent générer des risques à travers ma chaîne de sous-traitance. Je n'attends pas la fin de l'année pour voir si justement une de mes activités a produit ou causé un dommage à l'environnement ou aux droits humains. Ce qui est important aussi de noter, c'est que, et ça a été une victoire, puisque la mention des parties prenantes figure dans cette loi, et ça c'est une victoire de Sherpa, c'est que les parties prenantes doivent être consultées pour l'élaboration de ce plan, parce que ce sont elles qui sont les mieux à même de dire dans quelle mesure les activités d'entreprise leur impactent. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est plus facile pour une entreprise dont le siège social est à Paris de venir voir Amnesty, CCFD ou Sherpa, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle doit savoir si une ONG au fin fond de sa chaîne de sous-traitance au Cameroun ou au Bangladesh, ou un syndicat en Turquie, est impacté par ces activités et quelles sont les mesures que elle, en l'entreprise et la maison mère, devrait mettre en œuvre pour remédier à ces risques, mais surtout d'abord pour les prévenir. Donc c'est très important cette partie de l'implication des parties prenantes, et c'est la notion de partie prenante figurait déjà dans certaines législations, mais c'est la première fois qu'on l'a de façon aussi présente et ferme, et notamment sur les parties prenantes qui sont les syndicats, les organisations syndicales, il y a une obligation pour l'entreprise de les consulter. Ensuite, je parlais du mécanisme judiciaire, ce qui fait que
c'est en effet une vraie obligation qui ressort du droit de la responsabilité, donc du Code civil, et non pas simplement un reporting, c'est qu'il y a un mécanisme judiciaire avec un caractère préventif et dissuasif. Donc vous avez la possibilité de mettre en demeure l'entreprise, de soit publier le plan de vigilance et donc les mesures adéquates, soit de les mettre en œuvre. Et au bout de 3 mois, si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez demander au juge une injonction et le juge peut prononcer vis-à-vis de cette entreprise une injonction, potentiellement sous astreinte, d'établir, de mettre en œuvre ou de publier justement ce plan de vigilance. Et ça, c'est très souvent des mécanismes qui vont avoir lieu pré-dommage, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien demander avant la réalisation d'un dommage, de consulter le plan de vigilance d'une entreprise ou de l'avoir consulté, de considérer que ce plan de vigilance est très mauvais et ne permet pas de remédier à certains risques. Donc, on pourrait tout à fait demander à l'entreprise la mettre en demeure, justement, de mettre en œuvre ou de publier des mesures adéquates. Un exemple, je crois que je le mentionne à la fin, mais je peux le mentionner maintenant. Nous avons aujourd'hui interpellé, alors ça n'est pas encore une mise en demeure officielle, mais nous avons interpellé de façon publique l'entreprise Total après l'analyse de son plan de vigilance où on considérait en effet que les mesures qui figuraient dans son plan de vigilance, qui est un plan de vigilance de quelques pages, qui ne mentionne même pas le risque climatique, donc on considérait que le plan de vigilance n'était pas adéquat par rapport au risque que faisait encourir l'entreprise. Donc ça c'est pré-dommage. Post-dommage, admettons qu'il arrive un dommage, alors la loi de vigilance propose un mécanisme compensatoire et de réparation. Donc là, la loi renvoie aux articles 1240 et 1241 du Code civil, c'est-à-dire le régime de la responsabilité pour faute. C'est un régime où il faut trouver à la fois la faute, donc le dommage, la faute et le lien de causalité. La loi votée en 2017 donc, faisait une année test. Donc en 2018, les entreprises ont commencé à publier leur premier plan de vigilance. Et nous sommes en 2019 et nous sommes à l'année où justement les contentieux judiciaires vont pouvoir se mettre en œuvre et pouvoir tester justement cette loi et tester la volonté ou pas des entreprises d'être conformes à cette loi. Donc peut-être pour finir cette première partie, rappeler que le plan de vigilance, ça n'est qu'un support matériel, ce n'est pas la finalité de la vigilance. Donc aujourd'hui, ce que je décrirai dans ma deuxième partie, de considérer qu'il y a certains plans de vigilance qui ne font que quelques pages et les entreprises sont très fières d'être pour certaines les premières en effet à avoir fait un plan de vigilance mais qui ne correspond pas forcément aux risques qu'elles font encourir aux droits humains ou à l'environnement. Donc ça, c'est vraiment problématique. Un autre constat, c'est que la loi rappelle qu'il faut mettre en œuvre effectivement et publier le plan de vigilance et qu'on ne peut pas se contenter de simplement annexer à son rapport de gestion, son rapport ESG, un plan de vigilance sans l'avoir publié de façon séparée. Et ensuite, je le détaillerai, la loi devoir de vigilance comporte 5 mesures de vigilance. Ça nous permettait aussi de peut-être donner davantage dans la loi de précision pour les entreprises et d'éviter une censure du Conseil constitutionnel. Mais ces 5 mesures ne sont ni limitatives ni exclusives. Et donc, c'est encore une fois à l'entreprise, en fonction de son activité et de sa zone géographique, de pouvoir innover et de proposer des mesures qui soient adéquates à la réalisation de ces risques et à leur prévention. Et donc, dans la deuxième partie, je verrai justement cette mise en œuvre, notamment l'effectivité de cette mise en œuvre et les premiers plans. Peut-être qu'on va du coup prendre des questions. Ouais. Merci Sandra. Donc, il y a des observations, questions. Voilà. On va d'abord, peut-être pour bien rappeler, je pense que tu l'as bien montré et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement compris, en particulier à l'étranger, que ce n'est pas une obligation de reporting et que le reporting est là effectivement, mais plutôt pour donner moyens aux parties prenantes en général, je sais pas, les syndicats, etc.,
de vérifier l'application de la loi de manière externe, mais la véritable nouveauté de cette loi, c'est véritablement une nouvelle obligation juridique qui pèse sur la société mère entreprise de nos ordres et une obligation juridique avec des conséquences juridiques que l'on verra a priori déjà cette année sur le côté prévention et éventuellement plus tard sur le côté dommage que tu as bien développé. Donc, du coup, je vais essayer de faire par ordre. Alors, il y a déjà une question de Juliette sur est-il prévu un mécanisme de contrôle pour vérifier que toutes les entreprises répondent à leurs obligations? Je réponds question par question. Oui, parce que je pense qu'elle est un peu avec ça. Non, alors il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Il y a la CNCDH, la Commission nationale pour les droits de l'homme, qui doit normalement opérer un suivi de la mise en œuvre des plans. Pour l'instant, on ne sait pas du tout quelles seront ses capacités et sa volonté aussi politique, et du coup, il n'y a pas de rendu. Non, c'est une obligation qui relève à la fois du Code de commerce et pour la responsabilité du Code civil. Donc après, c'est toute partie intéressée qui peut faire une procédure judiciaire et ça sera au juge de déterminer, par exemple, si le plan est suffisamment adéquat par rapport au risque et de condamner ou pas l'entreprise à réparation. Voilà, donc ça répond aussi à la question est-ce que les INDH d'ANID peuvent également ériger un mécanisme de monitoring de la mise en œuvre des plans de vigilance. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc il n'y a pas de mécanisme comme par exemple pour Sapin 2 avec l'AFA qui a un rôle d'interprétation des pratiques d'enquête. Donc ça n'existe pas pour vigilance et effectivement, comme l'a dit Sandra, il y a une grosse question aujourd'hui d'interprétation entre l'interprétation de la société civile, l'interprétation des entreprises qui doivent s'approprier la loi et donc l'appliquer, et au final, ce sera le juge qui décidera, mais pas tout de suite, donc, en tout cas pas encore. Donc voilà, ensuite on a des questions concernant le périmètre, donc le contenu de la loi, et en particulier la question de Philippe, alors je suis désolée parce que du coup vous répondez en même temps, je reviens à la question initiale. La notion de périmètre est floue, on parle de sous-traitance. Qu'en est-il des achats de matières premières sur les chaînes d'approvisionnement à multiples niveaux? Exemple, j'achète du chocolat pour faire des gâteaux, mon plan de vigilance doit-il inclure les plantations de cacao? Donc jusqu'où on remonte dans la chaîne d'approvisionnement, notamment pour les matières premières, et voilà. Oui, bah, tout à fait, c'est une très bonne question et très pragmatique. Oui, vous faites du chocolat. Évidemment que la matière première qui permet le chocolat, c'est-à-dire le cacao, doit faire partie de votre plan de vigilance. Et notamment, si vous êtes une entreprise, vous ne pouvez pas vous contenter de dire je fais ou je suis membre de tel et tel label et du coup de ne pas développer dans votre plan de vigilance quelles seraient les mesures pour éviter le travail des enfants sur certaines plantations ou l'exploitation ou les problèmes environnementaux. Donc ça doit faire partie de votre plan de vigilance. Je donne un exemple sur la filière soja. Nous avons interpellé une vingtaine d'entreprises de l'agroalimentaire qui importent du soja qui serait issu de la déforestation, donc du Cerrado, cette forêt amazonienne sur plusieurs pays. Et donc, nous avons pour certaines reçu des réponses des entreprises, d'autres non, et nous allons poursuivre sur ce sujet. Bien évidemment que ces entreprises qui importent du soja, soit pour nourrir en effet le bétail, soit pour faire des produits laitiers, doivent pouvoir identifier justement les risques que leur activité peut générer. Et ça remonte en effet jusque, est-ce que quand je fais venir du soja, est-ce qu'il participe à la déforestation, qui est d'ailleurs une activité illégale au regard du droit international. Merci Sandra. Alors ça, clairement, c'est un point de divergence dans l'interprétation de la loi entre certaines entreprises qui, avec la notion de relation commerciale établie, où effectivement, il y a tout un champ de leur, notamment de l'approvisionnement en matières premières qui formellement ne dépend pas de relations commerciales dites établies. Donc on verra, c'est vraiment une question d'interprétation. À noter cependant que, comme l'a dit Sandra, la loi vient des référentiels internationaux de soft law qui ne font pas de différence et qui couvrent véritablement toute la supply chain. Et si on regarde les autres lois, donc plutôt d'obligations de reporting, comme le métier moderne Flavria,
ou la directive extra-financière. En fait, c'est des obligations de reporting, mais c'est vraiment l'idée de couvrir aussi toutes les activités de l'entreprise. Donc, je pense que c'est un choix de l'entreprise à faire aujourd'hui et à justifier, être en mesure de justifier ce choix. On regarde quand même que dans les premiers plans de vigilance parus, il y a des entreprises qui s'intéressent véritablement, et je renvoie vers notre étude qui est parue en avril, qui vont déjà plus loin que les simples rangs 1 et relations commerciales établies, parce qu'effectivement, elles étaient challengées, et ça concerne souvent véritablement les matières premières et finalement leur cœur d'activité. Je pense à l'approvisionnement en énergie pour EDF ou le caoutchouc pour Michelin. Donc voilà. Ensuite, on avait une question sur la notion, toujours le contenu, la notion d'atteinte grave. Comment définir les atteintes graves? C'est vrai que c'est une bonne question. Ça dépendra de l'interprétation qui sera faite par le juge. C'est une notion, comme je le disais, qui est connue du droit français, hein, puisque la notion de faute, en fait, en droit français, sur laquelle repose la responsabilité du droit civil, c'est une notion qui est dans la jurisprudence depuis 200 ans. Donc ça fait 200 ans que les juges se prononcent sur qu'est-ce qu'une faute et quelle est la gravité d'une faute. Après, ça dépendra justement du secteur d'activité, du pays, des mesures qui auront été prises ou pas. Pour le coup, c'est vraiment, ça ressort de l'interprétation du juge. Il y a beaucoup de jurisprudence sur la notion de gravité. C'est aussi une notion, comme le disait Charlotte, qui relève serious impact ou severe impact. C'est une notion très connue du droit souple qui est dans les principes directeurs des Nations Unies. Il y a plusieurs types de définitions. Qu'est-ce qu'on appelle sévère en anglais, donc gravité. C'est une définition, j'allais dire à la théorie, c'est ce qui n'est pas justement pas grave. Donc, est-ce que tu veux donner un exemple? Non, mais ce qui est sûr déjà, et ça n'a pas été, faut quand même le rappeler, c'est que la gravité pour les personnes et pas pour l'entreprise. C'est toute la notion de risque dans la vigilance et c'est la base de la démarche. Et donc, si on prend les référentiels internationaux, c'est le nombre de personnes potentiellement touchées, c'est l'irréversibilité des dommages. Donc, typiquement, tu prenais l'exemple du doigt coupé versus le décès. C'est des notions qui sont assez bien comprises en matière de santé-sécurité, hein, pour étudier la notion de gravité, criticité des risques en matière de santé-sécurité, parce que véritablement l'impact qu'il y a sur les personnes, atteinte à la intégrité physique, quelle mesure. Maintenant, c'est compliqué, honnêtement, et dans les entreprises, et quand on regarde ce que les entreprises communiquent, elles ont plutôt tendance à être larges sur la notion de gravité pour traiter tous les enjeux majeurs. Et en matière de droits humains, aller qualifier un enjeu grave ou pas grave, c'est quand même pas évident. Donc on verra sûrement plus d'informations dans les plans de vigilance qui seront publiés cette année. Après, je pense qu'il faut mieux être large, enfin il faut prioriser les enjeux, c'est obligatoire pour pouvoir les traiter. Mais quant à la notion de gravité, il faut vraiment se passer par rapport aux personnes. Il y a une notion de personnes vulnérables, donc on sait qu'en droit international et droits de l'homme, les personnes qualifiées de vulnérables donc, sont plus susceptibles à être discriminées, à avoir des attentes plus graves sur leurs personnes ou sur leurs droits. Donc ça peut être aussi un critère, hein, voir s'il y a des personnes vulnérables comme les enfants, les femmes, les travailleurs migrants, et considérer que ça peut être un facteur aggravant, entre guillemets, ça peut être utilisé. Mais honnêtement, on n'a pas encore beaucoup de méthodologies sur la question de la part des entreprises, c'est en cours. Oui, peut-être quand on est une entreprise, se référer justement aux différents référentiels de droit souple qui donnent certains exemples. Et je pense que ce qui est vraiment très très important de rappeler, c'est qu'en effet, cette loi, c'est ce qui fait sa différence, c'est qu'elle ramène justement à l'entreprise à se poser la question, ça n'est pas des risques pour l'entreprise, elle ne doit pas les identifier pour elle, mais vraiment par rapport aux parties prenantes et à ses impacts à l'extérieur.
Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme, et c'est vrai que ça doit prendre du temps, et que la plupart, et on le verra dans la deuxième partie, les premiers plans de vigilance sont encore très auto-centrés sur les risques pour l'entreprise, que ce soit des risques d'image, des risques financiers, des risques de gestion. Et il faut vraiment que l'entreprise se force à ne pas être nombriliste, mais vraiment à penser à ses impacts vis-à-vis des parties prenantes. Et on a une question donc là concernant la loi. L'intérêt à agir que vous évoquez, est-ce qu'un consommateur pourrait saisir le juge? Bah, il peut avoir un intérêt à agir. Après, le consommateur, il a déjà d'autres outils juridiques à sa disposition. Est-ce que le consommateur aurait intérêt à agir s'il est... je pense que pour moi, le consommateur, en tout cas, il aurait intérêt à agir pour ce qui est de la partie de la prévention, ça c'est sûr. Il peut demander, en tant que consommateur, moi, ça m'importe, par exemple, de savoir que le plan de vigilance de telle et telle entreprise permet de prévenir tel et tel risque, sinon, en effet, je n'achèterai pas tel et tel produit. J'imagine que ça, le juge peut entendre l'intérêt à agir. Sur la question des dommages, c'est une question ouverte, sans doute, intéressante. On va passer à la suite parce qu'il vient de 38. Oui, sur les INDH, il y avait une question, quels sont les moyens d'action concrets dont pourraient disposer les INDH en matière de contrôle et de suivi? Enfin, déjà, je pense que ça dépend de chaque pays parce que les INDH n'ont pas les mêmes statuts juridiques ou capacités d'action. Pour ce qui concerne la France, la CNCDH là, est en train de faire son premier rapport d'évaluation de suivi. Donc, on n'a pas du tout de recul encore pour savoir quel sera ce rapport, est-ce qu'il y aura des recommandations, quelles seront aussi les capacités de la CNCDH de mettre en œuvre ces recommandations s'il y en avait. Donc, ça, c'est vrai que ça reste encore à déterminer. Sachant que les recommandations, c'est aussi envers les États et que traditionnellement, les INDH ont plus de facilité ou d'exercice, disons, dans l'accompagnement ou la critique ou la revue critique des actions des États et des recommandations que directement sur les entreprises. Et ça fait justement tout à fait un lien avec la deuxième partie qui est sur quels sont les premiers plans de vigilance. Parce que la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne connaît pas la liste des entreprises qui sont assujetties à cette obligation. Et donc ça fait partie des demandes, notamment de la société civile, à l'État, qui sont en fait à l'État, que l'État puisse élaborer cette liste. Est-ce que ça relèvera de la CNCDH ou d'autres ministères impliqués dans le suivi, c'est à voir. Mais c'est une demande qui est indispensable pour permettre d'assurer le suivi. Le nombre d'entreprises qui sont dites couvertes varie notamment les chiffres ressortent de différents débats parlementaires. On va de 100-120 entreprises à plus de 240. C'est quand même une différence considérable. Et du coup, la difficulté de ne pas avoir ce chiffre, c'est que ça ne permet pas justement de faire un suivi. Donc je ne sais pas quel sera le contenu justement du suivi de cette mise en œuvre par la CNCDH, sauf si elle avait cette liste, mais sachez que nous l'avons demandé à plusieurs ministères et que la réponse est nous n'avons pas cette liste. Alors est-ce qu'il faut les croire ou ce qui voudrait dire que quand même on est dans une république un petit peu problématique, c'est-à-dire qu'on fait voter une loi et que l'étude d'impact, qui normalement est obligatoire avant toute loi, n'aurait pas été faite pour savoir sur quel champ cette loi s'appliquerait. Entre 100 entreprises ou 240 et quelques, il y a quand même une très grosse différence. Je te coupe parce que c'est une question directe par rapport à ça. Donc c'est Karl qui dit, par la taille de CA, à vous les ONG d'établir ta liste. Nous, en bon contre-pouvoir. Donc je pense que tu as une réponse qui est qu'en fait c'est juste pas évident. Même pourquoi c'est difficile pourquoi c'est difficile? Alors nous évidemment on a essayé de le faire, d'autres ont essayé aussi, sauf que c'est avec une technique un peu au doigt mouillé. Pourquoi? Parce que la définition, oui j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ça me semblait connu en fait, c'est que la loi s'applique, le champ c'est 5000 employés en France ou 10 000 à l'étranger. Le calcul de ces 10 000 à l'étranger est tellement sophistiqué que personne aujourd'hui, même l'INSEE, même les ministères, ne peuvent vous dire quelles sont les entreprises
couverte. Or, ça n'est pas une obligation qui incombe aux ONG, donc ça n'est pas aux ONG, et pourtant on a essayé de le faire, de dépenser des ressources financières et humaines pour essayer d'établir cette liste. C'est bien une liste qui a été, enfin une obligation qui a été votée par le Parlement, et donc c'est bien à l'État de fournir cette liste. Aujourd'hui, en effet, on ne l'a pas parce que ce calcul des 10 000 à l'étranger est extrêmement compliqué puisqu'on doit partir de l'entité française. Ce n'est pas toute entreprise mondiale, parce que sinon on couvrirait toutes les entreprises et on aurait presque une loi de compétences universelle. C'est bien, je vous donne un exemple, vous avez Texaco, par exemple, une entreprise américaine qui a forcément plus de 10 000 employés dans le monde, mais ça n'est pas est-ce qu'elle a plus de 10 000 employés dans le monde, c'est est-ce qu'elle a une entité française, donc souvent une filiale, qui, elle, au niveau français, aurait 10 000 salariés, ou au niveau français avec des filiales, donc de Texaco, entité française, dans d'autres pays. Mais donc ces filiales viendraient de cette entité française. Donc le calcul est en effet extrêmement difficile. Je ne sais pas pourquoi ces chiffres ont été donnés lors des débats parlementaires, parce que c'est vraiment une difficulté que je pense personne ne va pouvoir relever. Et donc c'est aussi une demande des ONG, c'est de dire vous n'arrivez pas à nous donner la liste, donc il faut changer les seuils, parce que ces seuils sont aujourd'hui incalculables et donc impraticables. Et donc en pratique, la loi va être compliquée à être mise en œuvre, en tout cas pour certains, qui vont rester dans le flou. Peut-être juste, excuse-moi, je te coupe encore. Du coup, il y a une question, est-ce que les entreprises non françaises n'ayant des filiales en France sont soumises à la loi? Donc, tu as répondu oui. Oui. Sous réserve que la filiale française qui est immatriculée en France respecte les seuils de 5 000 salariés en France ou de 10 000 salariés en France et aux alentours et à l'étranger. Oui, et ce qui rend aussi compliqué le suivi, c'est que normalement c'est à la maison mère de mettre en place ce plan de vigilance, mais certaines filiales peuvent être exemptées aussi de la mise en place de ce plan si la maison mère l'établit et le met en place. Donc vous voyez un petit peu justement le caractère un peu compliqué et complexe du calcul de ce seuil-là. Alors, sur les plans de vigilance, je vais commencer peut-être par le positif. Pour nous, donc pour faire assez rapide et je développerai après, alors il y a un côté positif. C'est que ce que je disais, c'est que c'est un changement de paradigme. L'entreprise doit se forcer à regarder les risques par rapport à ses parties prenantes et non par rapport à elle. Ce n'est pas ces risques de réputation, ce ne sont pas ces risques non plus financiers, ce ne sont pas ces risques juridiques, c'est quels vont être mes impacts vis-à-vis des parties prenantes. Il y a quelques entreprises aussi qui font vraiment des efforts et qui ont envie d'essayer justement de jouer le jeu et de mettre en place des plans de vigilance. C'est une loi aussi qui intéresse les investisseurs et notamment les investisseurs socialement responsables. Donc, je pense qu'ils seront parmi les premiers utilisateurs. Et c'est une année test. C'est une année test aussi au niveau du caractère pragmatique, puisque les entreprises nous disaient mais c'est impossible, on ne sait pas ce que c'est. Si, on sait ce que c'est, notamment la vigilance, parce que c'est quelque chose qui ressort notamment des référentiels de droit mou. Et juste, j'ai oublié de préciser, ça s'appelle bien le devoir de vigilance. En anglais, au départ, ça avait été traduit par la due diligence, human right due diligence, ou mandatory human right due diligence. Moi, je rappelle que notre interprétation n'est évidemment pas du tout celle-là. La due diligence, c'est vraiment une technique de tick de box, de pouvoir checker ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Notamment, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en cabinet d'avocat quand on rachète une entreprise. Et c'est très différent d'une obligation générale de comportement. Donc, c'est pas, quand on traduit cette loi-là, ça n'est pas de la due diligence, c'est vraiment de la, on dit duty of vigilance en anglais, ou voire duty of care, c'est ce qui impose une responsabilité. Là où le côté un peu critique justement de l'analyse des premiers plans, c'est que ces plans sont pour la plupart extrêmement succincts, donc quelques pages pour les meilleurs, une existence pour d'autres, quelques pages quand vous êtes une entreprise
de plusieurs centaines de sous-traitants, plusieurs centaines de filiales, plusieurs milliers de sous-traitants et des centaines de millions de chiffres d'affaires, ça paraît un peu léger. On s'imagine que vos risques sont plus amples que quelques pages. C'est, comme je le disais, encore très tourné pour les risques pour l'entreprise. Il y a eu très peu d'implications de parties prenantes. C'est un effet un peu checklist. Souvent, ces plans font un état des lieux de ce qui existe et ne se posent pas du tout la question des mesures. Il y a une très grosse lacune sur les questions environnementales et il n'y a pas de transparence. Et je reviendrai sur tous ces sujets, c'était pour vous donner un peu une interprétation de nous, notre vision des premiers plans. Donc, peut-être que j'accélère un peu. Les mesures de vigilance, comme on le disait tout à l'heure, dans les mesures de vigilance, il y en a 5 qui sont donc référencées dans la loi. Vous avez la cartographie des risques, les mesures d'évaluation, les actions adaptées de prévention et d'atténuation et de remédiation, le mécanisme d'alerte et ensuite les suivis et évaluations. Donc, ce qui semble très important, justement, c'est la cartographie. Et dans les premiers plans de vigilance, il y a encore très peu de cartographie. Soit elles n'ont pas du tout été faites, soit quand elles sont faites, elles ne sont pas publiées. D'ailleurs, très souvent, on nous renvoie à la notion de secret des affaires pour ne pas publier la cartographie. Nous, et donc là, on est vraiment à l'inverse de ce que souhaite et de ce que souhaitait la loi et le législateur, notamment dans l'exposé des motifs, c'est que c'est une loi qui veut aussi amener à un changement de paradigme. Donc ça veut dire que l'entreprise doit être de plus en plus transparente et doit dire où sont ses difficultés et doit montrer qu'elle essaie de comprendre la façon dont son commerce est organisé et sa chaîne de sous-traitance. Si elle n'est pas transparente dessus, ça va être extrêmement compliqué pour les parties prenantes qui doivent se saisir de cette loi, de savoir où sont les difficultés, justement. Je pense que les entreprises n'ont pas encore vraiment perçu, c'est que si moins elles seront transparentes, et plus elles auront des risques judiciaires. Parce qu'en effet, ne pas être transparent sur sa cartographie pourra permettre à certaines parties prenantes, donc des ONG ou des syndicats, de pouvoir aller en justice et de dire mais là, il nous manque telle et telle information, alors même peut-être que l'entreprise ne serait pas impliquée. Donc nous, on incite vraiment les entreprises à être transparentes et à dire à un moment donné, ça nous est pas possible, ça nous est possible, voilà comment on fait, quels sont nos process. Et la transparence ne sera pas réprimée ou actionnée en justice. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'elle comprenne. Vous voyez sur la slide, c'est quoi une cartographie des risques? Pour nous, cette cartographie, elle est plurielle, bien évidemment, parce que c'est des cartographies qui peuvent être faites justement selon les régions, selon les produits, selon les activités. Cette cartographie, elle ne peut pas être faite une fois pour toutes et ne pas être mise à jour. Elle doit être la plus large possible, donc c'est une cartographie aussi qui doit intégrer les questions de lobbying, de pratiques fiscales, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire certains efforts dans certains sujets et puis à côté faire du lobbying pour dénoncer des législations qui seraient justement contraires à ce que vous proclamez faire par ailleurs. Et c'est une cartographie qui doit permettre un niveau de détail suffisant pour que justement les parties prenantes puissent se saisir de cette loi-là. Ce n'est pas du comply or explain. Donc on n'est encore une fois pas sur ce reporting-là. C'est une obligation. Comply or explain. Voilà. Alors, les mesures de vigilance, donc la deuxième mesure, c'est de croiser justement les mesures d'évaluation. Ça doit permettre justement à l'entreprise de ne plus dire « je ne savais pas », parce que on nous dit encore mais attendez, ma bonne dame, j'ai des dizaines de milliers de sous-traitants, donc impossible pour moi de pouvoir faire ce que vous me demandez. D'abord, c'est pas ce que je demande, c'est ce que la loi demande, c'est ce que les référentiels de droit souple, donc les référentiels internationaux demandent. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire,
soit vous êtes en mesure justement de pouvoir identifier vos risques et de pouvoir appréhender toute votre chaîne de sous-traitance. Si ça n'est pas le cas, alors il faut changer votre modèle. On ne peut plus continuer à être à Paris, de provoquer des drames comme ça a été le cas au Rana Plaza. Je rappelle que cette loi-là, au départ, était dite la loi Rana Plaza, et on ne peut pas être les grandes enseignes de l'industrie du vêtement et dire « je ne savais pas ». Si, vous devez savoir. Et quand on nous dit ce sont par exemple des sous-traitants sauvages, oui, mais parce que aussi vos sous-traitants de rang 1 ou de rang 2, quand vous les pressurisez au niveau financier notamment, que vous leur donnez des commandes à faire, où vous savez pertinemment parce que les coûts que vous imposez, parce que le délai que vous imposez, ils ne pourront pas les tenir sans faire de la sous-traitance sauvage, vous ne pouvez pas faire comme le singe qui se cache les oreilles, les yeux et la bouche et dire « je ne savais pas ». Donc ça, c'est un peu l'objectif de cette loi, de dire vous devez vraiment pouvoir appréhender toute votre chaîne de sous-traitance. Si ça n'est pas le cas, il faut repenser votre chaîne. L'idée aussi, c'est de dire que, bon, ça c'est connu de plus en plus, les audits tels qu'ils sont faits aujourd'hui ne permettent pas toujours justement de pouvoir prévenir ces risques-là. Donc il faut repenser le cahier des charges de ces audits, les publier, être davantage transparent, publier les résultats. Et aussi, ce que je disais, c'est de pouvoir penser à des mesures complémentaires par rapport à la chaîne même de l'entreprise. La troisième mesure, c'était des actions adaptées de prévention, d'atténuation et de remédiation. Des actions adaptées, évidemment, ça n'est pas, par exemple, publier un code de conduite ou une charte éthique. Aujourd'hui, c'est un peu la façon dont les entreprises se disent, bon, ben moi, j'ai pas spécialement de risque, et si j'ai un risque, ben regardez, j'ai publié un code de conduite. Ça n'est pas considéré comme une action adaptée. Et on peut aller, en effet, ce que je disais, si l'entreprise est incapable de pouvoir mettre en place des mesures pour prévenir ces risques ou y remédier, à ce moment-là, il faut en effet qu'elle envisage la rupture des relations ou la cessation des activités. Évidemment, ça n'est pas ce qui est demandé en premier. Ce qui est demandé en premier, c'est de changer son modèle pour permettre que les activités dans les pays, notamment en développement, puissent se faire dans des conditions de respect des droits de l'homme et de l'environnement. Peut-être la dernière. Alors, le mécanisme d'alerte et de signalement. Ça, c'est un mécanisme extrêmement important puisque c'est le mécanisme qui permet d'aller chercher justement et de comprendre toutes ces parties prenantes et de faire remonter par ces parties prenantes, par un mécanisme d'alerte, quelles seraient les violations dont elles feraient l'objet. Aujourd'hui, justement, malheureusement, dans les premiers plans de vigilance, ce mécanisme d'alerte est très peu exploité, très peu connu. N'a pas l'air de susciter beaucoup d'intérêt ou en tout cas une grande incompréhension et donc je le mets sous le tapis, on verra bien plus tard. On n'a pas eu l'impression en tout cas au contact et à l'échange des entreprises que c'était quelque chose sur lequel elles se mettaient sérieusement. Elles se disent déjà, bon, si on met une hotline là ou là, si on met un site, voilà. Ça, c'est pas un mécanisme d'alerte. Le mécanisme d'alerte doit vraiment reposer sur une bonne interprétation de ces risques et donc de pouvoir savoir quelles sont les parties qui sont impactées et comment je fais remonter de ces parties-là l'information. Donc, si vous êtes dans certains pays et que vous dites ben moi j'ai fait une hotline, sauf que ce pays, par exemple, n'est pas couvert par les réseaux Internet, donc vous n'aurez pas, en tant que maison mère, accès à l'information et ce mécanisme d'alerte sera défaillant. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir. On ne peut pas juste avoir une réflexion du top-down de la structure de la maison mère vers le bas. Il faut vraiment impliquer tout le monde et faire remonter les idées justement pour mettre en place un mécanisme qui soit suffisamment efficace. Comme je le disais aussi en introduction, c'est un mécanisme d'alerte. Les syndicats, il y a une obligation qui est faite dans la loi de les consulter. Or, ce qui a été relevé par les syndicats à la fin de cette année thèse, c'est, j'avais entendu un chiffre, que 90% des syndicats n'auraient pas été consultés. Ce qui est quand même très problématique, puisque ça relève quand même d'une obligation là. Hein. Ce n'est pas juste de la bonne volonté de l'entreprise. La plupart aussi des syndicats disaient qu'ils n'avaient même pas accès au plan de vigilance, même quand l'entreprise, par exemple, en avait fait un. Donc, il y a vraiment un problème de transparence, de fluidité et d'aller chercher ces parties prenantes pour qu'elles puissent participer à l'élaboration de ces plans de vigilance. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute,
et de pouvoir se dire qu'en effet, telle partie à l'autre bout de sa chaîne de sous-traitance, s'il y a un événement grave, je puisse être moi, maison mère, au courant de ce qui arrive. Donc il y a quand même bon nombre de moyens de faire remonter l'information et de savoir en effet s'il y a des controverses sur sa chaîne de sous-traitance. Et enfin, la dernière, c'était justement le suivi et l'évaluation, on en a parlé, donc il y a normalement la CDH qui doit faire le suivi et l'évaluation au bout d'un an, mais l'entreprise, elle a l'obligation de faire un suivi et une évaluation de son plan de vigilance chaque année. Donc c'est un suivi et une évaluation qui doit être fait par mesure et qui doit être global, avec des indicateurs de processus et des indicateurs de résultats. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on encourage vraiment la transparence et l'honnêteté justement sur ces problématiques. L'entreprise, si elle a une vraie problématique, de dire ben, là et là, je ne sais pas comment faire, ou voilà ce que j'ai essayé de mettre en place, on verra en effet l'année d'après si ça fonctionne ou pas, mais c'est beaucoup plus sain et ça permettra un vrai suivi des parties prenantes que de dire j'ai aucun problème dans ma chaîne de sous-traitance. Donc, et on revient aussi sur la question de vraiment se forcer à dire c'est pas parce que j'ai fait un audit une fois que j'ai rempli mon suivi, mon évaluation, puisque justement on sait que très peu d'audits sont efficaces pour identifier et prévenir les risques. Donc je vais peut-être conclure rapidement. Ces mesures de vigilance qui sont donc de 5 que je viens de détailler ne sont évidemment pas exclusives. L'entreprise peut en trouver d'autres. Le cœur de l'obligation de vigilance reste bien l'identification et la prévention effective des risques et des atteintes et permet un réel accès, on espère, à la justice. Ça sera en effet l'année 2 de test devant les juridictions. Donc, je rappelle, donc, le guide est disponible sur Internet, il est aussi sur le site, sur notre site, je pense, mais aussi sur le site, oui. On peut le trouver sur le site RSEPED. C'est considéré en effet comme vraiment une première édition, il sera mis à jour, il doit être considéré comme un support de dialogue entre les parties prenantes, de plaidoyer, de formation. Nous avons aussi l'intention de l'utiliser pour pouvoir faire des formations et notamment si on peut auprès des magistrats. Je le répète, ce guide n'est pas un recueil de bonnes pratiques, notamment pour les entreprises, ni la liste des attentes minimales. Il permet aussi le renforcement au niveau de l'Union européenne de comprendre ce qu'est ce devoir de vigilance et donc de vraiment le dissocier du reporting. Et ça, je l'ai mentionné tout à l'heure, les premières interpellations ont été faites, donc notamment nous on l'a fait sur le soja, donc issu de la déforestation, et sur le changement climatique, je le disais, sur Total. Ce ne sont pas des mises en demeure, je le rappelle, puisque c'est à partir justement des deuxièmes plans de vigilance qui devraient arriver donc à partir du printemps que le mécanisme judiciaire sera ouvert. Voilà. Ouais, on a quelques questions. Juste pour dire que moi, je ne serai pas aussi sévère sur les premiers plans publiés l'année dernière parce que c'était une question de timing et que les entreprises, en tout cas pour celles avec qui je travaille, se sont vraiment emparées du sujet. Donc, les prochains plans seront beaucoup plus précis et les démarches internes se formalisent vraiment. Et malgré tout, il y aura toujours un décalage, je pense, entre la transparence attendue par vous et la transparence prête à être publiée, si je puis dire, enfin, les rapports qui peuvent être publiés, qui ne préjugent pas de la qualité des démarches internes. Ça se réglera, je pense, avec le temps. Juste une dernière chose, enfin juste justement sur les premiers plans, il faut noter que, a priori, je parle, enfin une information recherchée rapidement, il n'y aurait aucune entreprise du textile qui aurait fait son plan. Or, je vous rappelle, c'était une loi qui était dite loi Rana Plaza, donc on est vraiment à l'opposé de ce que cherchait la loi devoir de vigilance. Mais vous avez une crise des textiles qui sont soumises à la loi directement, Ben, justement, ça fait partie des entreprises qu'on a contactées. Après, comme on disait, le calcul du seuil est extrêmement compliqué. Donc, on verra. Après, comme tu l'as dit, les premières conséquences juridiques viennent, donc il y aura, je pense, mais les réponses étaient plus révélatrices. En fait.
Mais les réponses, c'était pas nous ne sommes pas soumis au seuil, c'était absence de réponse. Donc, on en reparle. Donc, juste des questions. Donc, sur l'ENA. Donc, vous attendez un plan de vigilance très détaillé, donc au niveau de la carte par zone géographique, produit activité. S'il est détaillé par zone géographique, est-ce que cela veut dire que l'identification des risques et la priorisation doivent être réalisées par des responsables en local et pas seulement par la direction au niveau siège de l'entreprise? ça, c'est vraiment, après, à l'entreprise de s'organiser comme elle l'entend. Mais l'idée, c'est vraiment, en effet, que le niveau local fasse remonter les problématiques pour que, au niveau de la maison mère et du siège, on soit informé du fonctionnement et des impacts sur les différents acteurs, sur les différents droits. Donc, ça peut être en effet le niveau local qui fasse remonter ces informations-là. Je pense que si on fait que du top-down ou peut-être... Et il y a une question aussi sur les mécanismes d'alerte qui rejoint un peu. Donc, dans le rapport, il y a une distinction entre les mécanismes dédiés aux risques et les mécanismes dédiés aux atteintes. Pouvez-vous expliciter? Et deuxième question, quelle est la différence entre un mécanisme d'alerte tel que défini par la loi et un présence mécanisme tel que défini par les principes directeurs des Nations Unies? Ouais, bonne question. Alors, la première, c'était entre mécanismes, les risques et les atteintes. Non. Oui, dans le guide, il y a une différence entre les mécanismes dédiés aux risques, de remontée des risques, et les mécanismes d'alerte. Non, d'atteinte, je crois. En fait, pour moi, la différence, c'est quand c'est un risque, vous devez l'imaginer comme un risque, en effet, sur les parties prenantes. On l'a bien dit, hein, ce n'est pas un risque sur l'entreprise. Et donc, ce sont des mesures qui doivent prévenir ces risques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, le risque n'a pas été réalisé, donc il n'y a pas eu d'atteinte. Quand il s'agit d'atteinte, ça veut dire qu'il y a potentiellement un dommage. Vous avez fait une atteinte à un droit, que ce soit l'homme ou l'environnement. Et donc, ce ne sont plus des mesures de prévention, mais ce sont des mesures de réparation, remédiation. Et la deuxième question, c'était sur... Quelle est la différence entre un mécanisme d'alerte et un grievance mechanism conforme aux critères des guiding principles? Pour moi, le grievance mechanism, c'est vraiment un mécanisme, en effet, interne à l'entreprise, mais qui a des critères très particuliers qu'il faut respecter, je pense qu'ils sont importants, mais qui n'est pas voué justement à être transformé en du judiciaire. Donc on peut s'en servir en effet comme grille d'interprétation pour élaborer son propre mécanisme d'alerte en interne dans l'entreprise. Simplement la différence avec le mécanisme d'alerte dans le droit français qui est donc dans cette loi, mais qui pourrait être aussi dans la loi, par exemple la loi Sapin, c'est un mécanisme qui ensuite nourrit ou peut nourrir le contentieux. Oui, mais je pense que ça rejoint le tableau pour les cartes des risques, pour les mécanismes d'alerte dédiés au niveau opérationnel, pour l'association avec les parties dont tu parlais, c'est qu'il y a un décalage entre la responsabilité, le fait est que la responsabilité juridique et les mesures du plan de vigilance s'adressent au groupe, et pour autant, c'est pour traiter des enjeux qui, par définition, sont vraiment très opérationnels et à adapter en fonction du site, du contexte local, et que du coup, il y a un effort à faire de la société mère pour assumer sa propre responsabilité juridique, de descendre au plus bas et finalement d'exercer sa vigilance au plus bas. Et c'est précisément sa responsabilité de suivre le déploiement et de montrer que c'est effectif. Et donc faire des cartes au niveau opérationnel, avoir des mécanismes dédiés au niveau opérationnel, associer les parties prenantes au niveau opérationnel, et finalement sont les critères d'effectivité du plan global de la société mère. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Une autre question, c'était... Joël, je l'ai oublié. Qu'entendez-vous par principe d'effectivité? Je crois que c'est quand j'ai dit la mise en œuvre effective. D'ailleurs, c'est pas moi, hein, c'est la loi. C'est vrai que c'est nous qui avons demandé ça, mais c'est un adjectif qui est très connu en droit français aussi. C'est que ça doit être réel, ça doit être vraiment mis en place. On ne peut pas se contenter et du coup, ça permettra pour l'interprétation du juge. Est-ce que ça a été mis en place? Est-ce qu'il y a une traduction pratique? Donc la mise en œuvre effective, ça doit pouvoir être tangible en fait. Je pense que c'est la façon dont on peut pas juste, l'entreprise ne doit pas juste se contenter de dire je l'ai mis en œuvre, elle doit prouver qu'elle l'a vraiment mis en œuvre. Très bien.
On a une réponse de Juliette, c'est l'un des désirs pas confus et compliqué justement de multiplier les mécanismes d'alerte et les grievance mécanismes. Enfin, pour moi, hein, si votre entreprise a déjà un grievance mechanism qui est mis en place, il s'agit de se poser la question, est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il permet justement de répondre à l'obligation de la loi de devoir de vigilance? Si tel est le cas, il n'y a pas besoin de les multiplier. Mais si vous avez fait un grievance mechanism avant, sans se poser la question de à quoi il doit servir, est-ce que c'est par rapport à des risques justement pour les parties prenantes et non pas mon risque juridique, qui m'étonnerait, puisque justement cette loi permet un changement de paradigme. Donc c'est plutôt de changer ce grievance mechanism qui sans doute était fait pour éviter s'il y a une controverse, c'est de le savoir pour éviter un risque juridique et financier pour l'entreprise. Là, non, c'est s'il y a une controverse, c'est que l'entreprise le sache pour pouvoir y remédier et le prévenir. Donc vous voyez, c'est pas, on multiplie pas les choses, c'est on change les lentilles et vraiment le paradigme d'interprétation. D'où l'importance, plus que d'avoir le mécanisme, c'est de le communiquer aux bonnes personnes et de manière appropriée. Un mécanisme qui n'est pas communiqué mais ouvert aux parties prenantes externes n'a aucune effectivité pour le coup, pour la notion de tout à l'heure. Voilà, très bien. Joël, je pense que c'est bon. Eh bien, merci, bravo. Merci à Charlotte pour la modération et à Sandra pour cette présentation complète et puis qui amène le niveau aussi de compréhension pour des non-juristes.